11h-13h sur Europe 1. Trina Magdine et vous. Clermont-Ferrand a été le théâtre d'un épisode dramatique dans la nuit de mardi à mercredi. La ville a été secouée par une série d'incidents violents. Dans le quartier de Croix-de-Néra, une zone prioritaire située dans le nord de la ville, un corps calciné a été retrouvé dans une voiture incendiée. Selon le quotidien régional La Montagne, quelques heures plus tôt, une personne avait été blessée par balle dans le même secteur, tandis qu'une maison était la cible d'un incendie criminel à proximité à Pérignal et Sarliève, où 5 douilles de gros calibre ont été retrouvées. Une semaine plus tôt, un incendie criminel avait déjà visé la maison voisine. Et depuis 2024, Clermont-Ferrand connaît aussi de nombreux règlements de compte liés au trafic de drogue. Pour en parler, on accueille Axel Ronde, policier et porte-parole du syndicat CFCT Police. CFTC, oui. CFTC. Oui. Bonjour Axel Ronde. Bonjour, merci de votre accueil. Merci d'être de nouveau avec nous. Alors, quelles sont les toutes dernières informations que vous avez pu recueillir sur cette nuit dramatique ? Écoutez, déjà, Clermont-Ferrand est l'exemple dramatique de l'évolution de l'insécurité en France liée au narcotrafic. Donc, l'enquête sur la nuit de violence à Clermont-Ferrand survenue donc le 12 au 13 août et en cours avec plusieurs axes d'investigation parce que ouverts par les autorités et par les enquêteurs parce qu'il y a eu un meurtre par balle. Un corps calciné avait été retrouvé, donc l'identification a été confirmée. Il y a une enquête pour tentative de meurtre aussi, puisqu'il y a eu des tirs avec un individu blessé. Il y a eu 2 enquêtes pour destruction des appartements, des maisons. Donc l'enquête est en cours. Elle va être malheureusement longue. On le sait très bien. Ces narcotrafiquants sont de plus en plus équipés, sont de plus en plus déterminés à passer à l'action. Et on voit bien que cette nuit d'horreur qui a eu lieu à Clermont-Ferrand, qui n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. 150 000 habitants. 150 000 habitants. C'est beaucoup pour une petite ville. C'est l'exemple même, comme je vous ai dit dans mon propos linéaire, de cette insécurité qui s'abat sur la France depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années. Et nous, on appelle à une mobilisation des pouvoirs publics pour nous donner des moyens supplémentaires en termes d'humains, en moyens humains, mais en moyens technologiques aussi. On sait que le budget du ministère de l'Intérieur va être impacté avec les économies que veut le gouvernement de Monsieur Bayrou. Ça va être compliqué pour nous si on a un budget qui va être en diminution, parce que vous voyez, toutes ces affaires qui ont lieu dans notre pays, on doit avoir justement une police extrêmement puissante et forte et une justice aussi puissante et forte. Ça s'est passé dans le quartier de Croix-de-Néra, classé zone prioritaire. Ça veut dire quoi, zone prioritaire ? Une vigilance particulière, des effectifs humains supplémentaires, des moyens financiers renforcés ? Oui, ça veut dire tout cela. On est sur une zone où on va mettre tous les moyens de l'État sur place, finalement, avec une aide pour l'éducation, avec des structures renforcées pour l'éducation nationale, mais pour aussi tout ce qui est côté volet social, insertion, rénovation bâtimentaire. On va aussi mettre des patrouilles supplémentaires de policiers, mais on voit bien que finalement mes collègues n'arrivent pas, les nouveaux qui devraient être prévus. Ces postes budgétisés ne sont toujours pas réellement pourvus faute d'effectifs de police. Il manque toujours ces fameux 10 000 policiers, malgré tous les plans massifs de recrutement qui a eu lieu ces dernières années. On est toujours en manque de ces 10 000 policiers, parce que beaucoup de policiers partent à la retraite aussi, et d'autres abandonnent aussi, parce que vous savez, c'est extrêmement contraignant, difficile. Encore une fois, aujourd'hui, le 15 août, mes collègues sont pleinement mobilisés à la sécurisation des lieux de culte. On va en parler tout à l'heure. Oui. Bien sûr. Donc, on est sur des quartiers qui, normalement, ont les moyens, en tous les cas, récupèrent énormément de moyens financiers. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, la mafia s'y installe, les narcotrafics continuent, la drogue y coule à flot, et les consommateurs aussi, ils viennent chercher leurs produits stupéfiants. Alors justement, qu'est-ce qui engendre ces violences ? Le trafic de drogue, mais aussi peut-être le trafic d'armes, la prostitution ?
Oui, tout ça, Oui, tout ça. trafic de cigarettes, Les guerres de le territoire. trafic de guerre de territoire, le trafic de pièces détachées, de véhicules. Vous savez, il y a beaucoup de gens le matin qui retrouvent leur voiture à moitié désossée parce que il y a tout ce trafic, tous ces trafics de cuivre aussi, des câbles de cuivre qui sont volés, donc ça coupe souvent à l'internet, le courant électrique dans certaines zones. Donc on se retrouve avec cette mafia qui est multifacette finalement, qui s'approprie des territoires entiers, des enclaves même qui sont de plus en plus dans certaines zones contrôlées par des petits caïds locaux, mais qui ont une puissance financière élevée, qu'ils arrivent aussi à malheureusement corrompre beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on parle de mexicanisation. D'ailleurs, c'est le Mexique l'année dernière qui nous a alerté sur les prémices justement d'un narcotrafic, un narco-État qui risque d'arriver dans notre pays, comme eux le connaissent. Donc, ils nous alertent, ils nous disent de prendre des mesures adéquates pour éviter ce basculement dans cette narco-État. On le voit bien que il y a eu dans certaines zones de la distribution d'argent par ces mafias aux habitants pour acheter leur silence, pour acheter leur tranquillité. Vous savez, quand on commence à faire du social et qu'on se substitue à l'État, des gens vont adhérer. C'est un peu le même principe que les islamistes mettent en place dans certains pays en payant, comme par exemple le Hezbollah, le Hamas, paye la population, leur donne des soins, il y a des hôpitaux gérés directement par eux, parce qu'ils remplacent finalement les dysfonctionnements des États. Donc c'est ce qui risque d'arriver dans notre pays avec la crise économique. Gérald Darmanin dit qu'il n'y a plus d'endroits safe en France. On y est vraiment ? Il a raison, de toute façon, il le sait très bien. Il était ministre de l'Intérieur et maintenant ministre de la Justice. Il voit malheureusement l'état du pays se dégrader quotidiennement dans notre pays. Bruno Retailleau aussi. Donc c'est une guerre qu'on doit mener, qu'on mène, mais ça va malheureusement mettre énormément de temps. Faut pas s'imaginer que d'un coup de baguette magique, tout va disparaître. Non, ça va être extrêmement long, extrêmement compliqué. Mais encore une fois, les policiers, les gendarmes sont pleinement mobilisés à cela. Encore faut-il nous donner les moyens adéquats, que ce soit financé, mais aussi renforcer l'arsenal juridique pour protéger les policiers et les gendarmes. C'est surtout ça qu'on demande. Parce que au-delà de ça, si on n'est pas protégé, quand on intervient nous-mêmes juridiquement et qu'on est un petit peu entre deux, on ne sait pas trop réellement comment réagir sur l'armement, par exemple, où on va peut-être interpréter les gestes des fonctionnaires de police en disant qu'ils ont commis des actes répréhensibles, alors même qu'on n'a même pas attendu les résultats des enquêtes. Je pense par exemple à l'affaire Naël, où finalement nous avons une loi de la sécurité intérieure qui nous permet d'utiliser dans le cas des refus d'obtempérer nos armements. Donc nous, on demande des éclaircissements par rapport à cela. On ne peut pas travailler, si vous voulez, à moitié. On a besoin d'un cadre précis pour pouvoir mener à bien nos missions. Mais on voit bien que, vous savez, les jeunes et les jeunes délinquants, eux, ont un accès aux armes, on le voit bien quotidiennement, que ce soit des armes de guerre, mais aussi des couteaux. Ils n'hésitent pas à utiliser la force contre leurs rivaux, contre eux-mêmes, et contre les policiers aussi. Donc si on n'a pas une police forte, ça va malheureusement perdurer et on va avoir le rapport de force qui va être défavorable à la police et à l'État au final. La police réussit souvent à remonter la piste, à interpeller ces individus. On a beaucoup de témoignages, on en avait encore hier d'ailleurs sur ce cas-là, mais les condamnations ne suivent pas. Donc le fait d'aller en prison ne fait plus peur. Est-ce qu'il faudrait renforcer, je me doute de votre réponse, mais je suis obligée de vous poser la question, renforcer les sanctions contre ce type d'individus ? C'est même pas renforcé, puisque la loi le prévoit, tout cela. C'est appliquer et donner les moyens à la justice de pouvoir enfermer ces personnes. Il manque cruellement de place en prison et vous avez des juges qui n'ont pas la capacité au final de pouvoir incarcérer comme ils voudraient, et ils n'ont pas aussi de moyens intermédiaires au-delà de la prison sur plusieurs années. Peut-être que sur des primo-délinquants, il faudrait des centres pour les mineurs éducatifs réellement fermés avec un esprit militaire à l'intérieur et de l'éducation aussi pour pouvoir les réhabiliter, les remettre dans le droit chemin et dans le circuit de la citoyenneté. Vous
Vous êtes Et en pour fait, ça, vous? bien évidemment, la CFTC Police, on est pleinement pour ça, parce qu'on sait que si on ne fait rien, on le voit quotidiennement, ces jeunes qu'on interpelle plusieurs fois par semaine, ils ne ressortent du bureau du juge avec absolument rien. Aucune sanction à la clé. Il faut des sanctions immédiates. Vous savez, un jeune de 14-15 ans, lui, ne comprendra pas, il va comprendre la sanction immédiatement. Il a fait un délit, il faut qu'il y ait une condamnation tout de suite. Sinon, pour lui, dans son imaginaire, il va continuer, il va dire oui, très bien, on m'a sermonné comme ça, j'en ai absolument rien à faire. Et il va perdurer, si vous voulez, dans cette délinquance. Et au contraire, il va augmenter finalement son acte de délinquance, puisqu'il n'a pas eu la limite que l'État devrait lui donner, que la justice devrait lui donner, parce que la justice elle-même est sinistrée. Elle manque cruellement de moyens. Dans le bureau des juges, les dossiers s'accumulent. Ça les démoralise aussi. Faut pas se mentir, parce que ils ne peuvent pas rendre la justice correctement. Restez avec nous, Axel Ronde, on va marquer une pause, on revient dans un instant, il est 11h16 sur Europe 1. Europe 1. Trina Magdine et vous. Il est 11h20 sur Europe 1, retour de Trina Magdine et vous, et appelez-nous chers auditeurs, 01 80 20 39 21. Vous avez la parole, on attend notamment vos commentaires sur cette nuit malheureusement ordinaire, de violence extraordinaire. Ce climat de vie à Clermont-Ferrand, vous le vivez peut-être ailleurs aussi en France, dites-le nous. 01 80 20 39 21. Et pour en parler, Trina, vous êtes toujours accompagnée par Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Et on précise aussi que Clermont-Ferrand connaît depuis 2024 de nombreux règlements de compte liés au trafic de drogue. On va accueillir Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour Madame Magdine. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors Axel Ronde parlait de mexicanisation de la France. C'est ça ? Oui, mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est tellement ça qu'on a même déjà des cartels d'Amérique du Sud comme Sinaloa qui débarquent en France, entre autres pour tenter de mettre la main, et qui envoient des chimistes, entre autres pour mettre la main sur le marché des drogues de synthèse. Donc ça suscite... le marché de la drogue en France suscite une guerre pour une raison très simple, c'est qu'il est en pleine expansion. Le prix du gramme de cocaïne a été divisé par 4 en 30 ans. Dans les années 90, il se négociait entre 1200 et 1500 francs, l'équivalent de 180 à 220 euros. Aujourd'hui, un gramme de cocaïne en France, c'est 58 euros. Donc c'est cette accessibilité aussi. C'est le fait que ça soit accessible, pas cher. Et donc ça le rend accessible, ça augmente le nombre de consommateurs, de la demande. On est à peu près à 1 million de consommateurs stables de cocaïne en France, bien entendu. Et donc ça suscite la création de points de deal qui peuvent faire des chiffres d'affaires qui sont parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Vous pensez bien que c'est énorme, quoi. Vous dites que des cartels mexicains envoient des chimistes en France ? J'ai bien compris ? Oui, le cartel de Sinaloa, on a repéré des affaires dans lesquelles il y a des chimistes qui ont été envoyés par le cartel de Sinaloa, qui est donc une des grosses organisations criminelles d'Amérique du Nord, d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans le trafic de stupéfiants, et qui s'est diversifié. À l'origine, c'était des producteurs de cocaïne, et maintenant ils sont devenus également des producteurs de drogues de synthèse, qui sont beaucoup moins chers encore à fabriquer, et qui rencontrent un marché en pleine croissance. Et comme ils ont un réel savoir-faire dans ce domaine, qu'on peut comparer à celui dans le domaine de l'héroïne qu'avait la French Connection dans les années 60-70, ils exportent ce savoir-faire. Axel Ronde, vous avez affaire à ces cartels, vous les surveillez ? Oui, effectivement, il y a eu, c'est près de Toulon, il me semble, qu'il y a eu un laboratoire qui a été démantelé. Et on sait qu'il y avait des chimistes qui venaient effectivement d'Amérique du Sud, et ça c'est extrêmement inquiétant parce que on voit qu'il y a une professionnalisation finalement, une structuration de ces cartels dans notre pays qui vont, si vous voulez, nous mettre à mal parce que on va, si vous voulez, au Mexique, c'est extrêmement compliqué. Les autorités ont beaucoup de mal à rétablir l'ordre, ont beaucoup de mal, le pays, à pouvoir gérer tous ces cartels. Donc, si on arrive à cela dans notre pays, ça va être une catastrophe, réellement. Et c'est les prémices actuellement, et on n'arrête pas d'alerter. On emploie souvent des
terme assez fort pour essayer de choquer un petit peu nos politiques, qui comprennent l'urgence qu'il y a, parce qu'une fois que vous avez ces cartels installés dans notre pays, c'est la corruption qui s'y installe aussi. Le chiffre d'affaires actuellement, c'est plus de 7 milliards d'euros pour les trafiquants de drogue dans notre pays, mais ça, c'est que en 2024, pour 2025, j'imagine que ça va encore augmenter au vu du nombre de consommateurs qui explosent dans notre pays, ces consommateurs qui ont une responsabilité sur toute cette violence qu'il y a dans notre pays. Il faut arrêter de faire croire que les consommateurs, ce sont des victimes. Très peu sont finalement malades. Il y en a des gens qui sont réellement drogués et qu'il faut soigner, mais beaucoup c'est pour un comportement festif qu'ils utilisent ces drogues et ces drogues de synthèse qui sont extrêmement difficiles à détecter. Céline souhaite réagir au standard d'Europe 1. Bonjour Céline. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Moi j'appelle de Paris, voilà. Mais j'ai de la famille qui vit du côté de Clermont-Ferrand, qui jusqu'à présent, on va dire, était une ville de province assez sympathique. Voilà. Cela dit, je ne crois pas maintenant qu'il y ait des villes de province sympathiques sur notre territoire. Parce que, donc, comme je l'ai dit à l'accueil du standard, l'homme qui nous gouverne, dont je ne veux même pas dire le nom parce que c'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas que je le déteste, je l'exècre. Alors voilà la puissance, fait tout depuis qu'il est en poste pour détruire notre société, ne fait rien pour agir, ne nous protège pas. Moi, je pense à titre privé qu'il a qu'il a pas une admiration, mais qu'il est assez envoûté par la délinquance, la délinquance. Ça c'est une fascination. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense depuis le début, au travers de bien d'autres choses depuis qu'il est en poste. Comme quoi? Comme quoi, déjà l'affaire Benalla, on va commencer par cette affaire. Comme quoi, la fois où il est allé aux Antilles et qu'il a congratulé un jeune homme qui venait de sortir de prison pour trafic de drogue, justement, en disant faut pas recommencer, tu sais, c'est pas bien, tu fais de la peine à ta maman. Puis sitôt que il a repris l'avion pour la métropole, le jeune homme a recommencé ses méfaits, puis il est retourné en prison, ou en tout cas il a été jugé. Donc si vous voulez, puis par d'autres choses, de recevoir des jeunes à l'Élysée qui sont pas toujours très recommandables. Céline, vous la vivez au quotidien, vous, cette insécurité? Vous habitez dans un quartier sensible? Oui, moi j'habite dans l'Est parisien. Et dans le 20e, pour le citer, oui. Alors c'est pas visible comme ça, mais il y a une atmosphère. Comme l'a dit un des ministres, c'est un sentiment. Mais le sentiment, si vous creusez, ça devient plus un sentiment, c'est une réalité. De toute manière, vous sentez que de toute manière notre vie a changé. C'est-à-dire que vous changez vos habitudes, vous changez vos habitudes. Oui. Tout à fait. Vous n'osez plus sortir? C'est pas que j'ose pas sortir parce que je m'empêche pas quand même de vivre. Mais oui, à certaines heures, par exemple, avant, ça m'arrivait de rentrer par les transports en commun. Maintenant, je prends un taxi. D'accord. Voilà, pour être sûr de le soir passer une certaine heure, mais pas des minuit, des 22 heures par exemple. Alors qu'avant, ça me posait pas de problème de prendre un métro ou un bus. Et quelles mesures de sécurité vous aimeriez voir mises en place dans votre quartier, par exemple, qui vous rassureraient? La police fait son travail. C'est pas la police, moi, qui me pose problème. La police fait son travail. C'est la justice qui le fait pas. Mais c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est inhérent depuis des années. On va en parler dans un instant de la justice. Justement, restez avec nous, Céline et Claude Moniquet. Excellent. On marque une pause. On revient dans un instant. Il est 11h27. Europe 1. Trina Magdine et vous. Et avec vous, Trina, on parle de cette nuit de violence en milieu de semaine à Clermont-Ferrand. Un corps calciné retrouvé dans une voiture incendiée. Une personne blessée par balle, une maison visée par un incendie criminel et plusieurs départs de feu recensés. Trina, vous êtes toujours accompagnée par Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, et Claude Moniquet, spécialiste du renseignement et sécurité. Et on a Céline au standard. Donc Céline, vous nous disiez juste avant la pause que vous avez confiance en la police, mais pas en la justice. Absolument. Oui, mais ça date pas de maintenant, ça date de plusieurs années et que tout a été fait pour laminer
la justice. Alors, je ne mets pas en doute la totalité des juges, mais il y a quand même une catégorie qui est assez laxiste, pour pas dire plus. Il y a trop de délinquants en prison, mais moi je m'en moque qu'il y ait trop de délinquants. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir vivre tranquillement dans ma ville et ailleurs, sans me dire que potentiellement il y a un danger, parce que c'est pas une question, même si on n'a pas un danger immédiat près de chez soi, une balle perdue, c'est pour tout le monde, hein, voilà. Et maintenant, on en est arrivé à là. On a parlé de la mexicanisation, mais ça fait rire beaucoup de politiques, mais on n'y est plus très loin. Et moi, j'en veux au 3C, Conseil d'État constitutionnel et économique et social, parce que ces gens-là, ces gens qui en vérité passent leur temps à retoquer les lois, parce que ça entrave la liberté individuelle, ça entrave ci, ça entrave ça, mais ils protègent pas les citoyens français, ils protègent les délinquants. Force est à la délinquance. Et quand vous faites agresser, quand vous vivez quelque chose de terrible, je pense que vous attendez autre chose de la justice. Autre chose. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, les prisons sont pas là pour leur donner un côté ludique de la vie une fois qu'ils ont commis leurs méfaits. Et moi, je vais vous dire, je suis pas Laurent Wauquiez, je les enverrai pas à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que les Basques n'ont rien fait. Il y a une forte communauté basque là-bas. Mais au Kerguelen, beaucoup plus loin, là où c'est battu par les vents, où il fait froid, et oui, une espèce de bain. Il faut peut-être revenir en arrière. Ça paraît cruel, mais est-ce qu'eux sont humains dans leurs agissements? Pourquoi faut-il avoir de l'humanité pour ces gens-là, alors qu'ils n'en ont pas pour nous? C'est tout. Donc c'est une profonde colère, oui, une très très grande colère, parce que je me dis que un jour, pas si loin que ça, on pourra plus faire marche arrière. Voilà. Et tout ça, c'est pas que de notre président actuel, hein. Il y en a eu d'autres avant aussi qui ont fait en sorte qu'on en soit arrivé là, et que Darmanin et Retailleau, ils ont de la bonne volonté, mais voilà, on leur coupe les jambes. Claude Moniquet, nos prisons sont trop pleines de délinquants pour protéger suffisamment la population? Surtout, on n'a pas assez de prisons. Oui. En fait, si on avait plus de prisons, la question de la surpopulation carcérale se réglerait toute seule. Ce qui caractérise aujourd'hui le trafic de drogue, c'est que ce qui se passait dans le temps, rappelez-vous, il y a 10 ans, quand il y avait des fusillades, c'était le quartier nord de Marseille, il y avait des fusillades toutes les semaines, un mort par mois. Aujourd'hui, c'est partout. Parce que la demande s'est développée, et que donc, comme c'est un marché qui répond aux lois du marché, pour rencontrer cette demande, l'offre se développe dans des villes moyennes, comme Angers, comme Nîmes, comme Clermont-Ferrand, comme Rennes, mais aussi dans les zones rurales. Et donc, ça entraîne une augmentation du nombre de personnes impliquées dans les trafics, y compris maintenant de plus en plus, comme dans le terrorisme d'ailleurs, de plus en plus de très jeunes mineurs. On a des chauffeurs, des guetteurs qui ont 13 ans, et face auxquels la réponse pénale n'est pas adaptée. Et puis surtout, je partage tout à fait ce qu'a dit Monsieur Ronde, il faut sortir du traitement médico-social des toxicomanes. Je dis pas qu'il faut pas soigner ceux qui en ont besoin, mais on peut les soigner en prison. Parce qu'il est très clair, et ça doit entrer dans la tête des législateurs qui doivent changer la loi, celui qui achète 1 gramme de cocaïne aujourd'hui paie 1 ou plusieurs balles de la Kalachnikov. Ça, c'est la réalité. Et donc, c'est ce cycle-là, offre-demande, qu'il faut casser. Axel Ronde. Oui, bien évidemment, c'est tout à fait ça qu'il faut que les politiques comprennent, qu'il faut maintenant faire la guerre aux consommateurs. Et là, on parle de cocaïne, c'est même plus du cannabis, parce qu'il y en avait qui avaient le fantasme en disant qu'il faut légaliser le cannabis et ça réglera tous les problèmes. Déjà, le cannabis d'aujourd'hui, il est 20 ou 30 fois plus puissant qu'il était il y a 30 ans. Donc là, on est sur des drogues dures qui sont massivement consommées. Et on a encore une nouvelle drogue, c'est le protoxyde d'azote, qu'ils utilisent, ils inhalent ce gaz, et ça leur fait des comportements extrêmement dangereux. Beaucoup d'ailleurs de jeunes conducteurs l'utilisent, que ce soit sur des rodéos urbains
ou sur l'utilisation de quad. D'ailleurs, il y a eu des morts ces derniers jours. Donc, on a affaire à un gros problème sur tous ces produits stupéfiants qui sont en vente quasiment libre dans notre pays. Merci beaucoup, en tout cas Céline, pour votre témoignage. On va accueillir Sylvie à présent. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où Sylvie ? Je vous appelle de la Drôme. Vous habitez dans une petite ville, il me semble. Oui, en fait, nous sommes 42 000 habitants. Mmh. Et c'est donc un endroit que je connais depuis très longtemps, parce que mon père s'était installé au début des années 80. Moi, j'en suis partie, j'en suis revenue après mes études. Et aujourd'hui, c'est un endroit qui, autant parlait d'une ville tranquille, et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. Même, si vous voulez, les brigadiers vous disent que effectivement, il faut plus se leurrer. Ce n'est pas un endroit aussi sûr que ce que l'on pensait. Donc nous, on assiste à des cambriolages. Et puis, effectivement, au niveau de la drogue, des prétoxydes d'azote, moi, c'est régulier que quand je vais promener mon chien, on trouve des bonbonnes. Et certaines, même, elles sont relativement énormes. Donc, on a des... Si vous voulez, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le Voisin Vigilant, et il y a souvent des notifications comme quoi certains quartiers qui étaient hyper tranquilles, aujourd'hui, sont assaillis par des gens qui se prennent non seulement de la drogue, mais également ce type de drogue. Et ça entraîne des comportements dangereux. Et ce que je trouve dommage, parce que la police, malheureusement, fait l'ordre nécessaire, c'est juste que derrière, la justice ne suit pas du tout. Ils sont beaucoup trop laxistes avec ces gens qui consomment ce genre de choses. Qu'est-ce que vous attendez de la justice ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces individus ? Moi, je pense que déjà, ce sont des gens, alors pas forcément peut-être les mettre en prison, mais ce sont des gens qu'il faudrait faire, pour moi, en fait, la prison, c'est un lieu, vous faites rien. Ils sont lancés dans des pièces, ils font un peu de sport. Moi, je pense qu'il faudrait remettre un peu des travaux. Alors, c'est sûr que ce sont des gens qu'il faut surveiller s'ils sont à l'extérieur, mais aujourd'hui, les villes, elles manquent de main-d'œuvre pour les nettoyer. Je pense que ça serait nécessaire. Ça les ferait peut-être un peu réfléchir à autre chose. Et puis, en plus, les lois existent avec des peines de prison. Or, elles sont jamais appliquées. Qui doivent aller en prison appliquées, quoi. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ont des comportements qui peuvent être dangereux, surtout avec le prétoxyde d'azote. Moi, j'en ai rencontré le soir en allant au cinéma. S'ils me parlent, je leur réponds. Parce que je ne veux pas, justement, qu'ils disent « elle ne répond pas ». Voilà, c'est que ils pensent que je suis, en fait, à la limite... si vous voulez, que je ne les considère pas. Donc, comme je n'ai pas envie de subir quoi que ce soit, je préfère rentrer dans leur jeu, entre guillemets. Et je vous assure que je ne suis pas quelqu'un de peureux. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où je ne vais plus toute seule. Axel Ronde, vous en parliez tout à l'heure justement de ce gaz hilarant. Oui. On en trouve partout, apparemment, au sol. C'est ça, il y a des grosses bonbonnes qui sont d'ailleurs utilisées, il me semble, dans les transports, parce que c'est un gaz qui est utilisé. Qu'est-ce qui se passe quand on attrape un délinquant avec du protoxyde d'azote ? Concrètement, en fait, c'est pas réellement interdit, puisque c'est utilisé aussi en pâtisserie, c'est utilisé par beaucoup de professionnels. Donc la vente est interdite aux mineurs, la vente est plus ou moins réglementée, mais on le sait très bien qu'on peut trouver tout dans notre pays. De toute façon, la drogue est interdite, pourtant on en trouve. Donc vous imaginez bien que le protoxyde d'azote, donc on peut les prendre en flagrant délit s'ils conduisent et ils l'inhalent en même temps. Donc on pourra leur mettre une conduite extrêmement dangereuse. Au-delà de ça, c'est un défi effectivement sécuritaire, un défi sur ce produit-là qu'on essaye de juguler comme on peut, parce que on l'en trouve aussi sur Internet massivement. C'est pas un produit qui est totalement interdit. C'est quelque chose c'est compliqué. Vous voyez, c'est un produit qui est plus ou moins, c'est compliqué de l'interdire réellement. Claude Moniquet, encore un témoignage qui montre que ce n'est pas que certains endroits, c'est vraiment la France entière qui est gangrénée. Oui, c'est la France entière. Et entre autres, parce que M. Ronde l'a très justement souligné, il y a eu une augmentation de la pureté de la drogue. Cette cocaïne, dont le prix a été divisé par 4 en 30 ans, eh bien, sa pureté a été multipliée par 2 en 10 ans. Aujourd'hui, il est pur à 73%. Le cannabis, qui dans le temps, il y a 30 ans, 40 ans, quand j'étais très jeune, le cannabis que les jeunes fumaient dans des soirées sympas qui venaient du Maroc, ça n'a rien à voir
avec les produits qu'on trouve aujourd'hui, qui sont cultivés sous serre, avec des engrais, avec des méthodes, des lampes solaires, des méthodes spéciales. Il est beaucoup plus concentré, il est beaucoup plus addictif, donc. Et donc, ça augmente la demande, et cette demande, elle se répand, puisque l'offre suit la demande. On a aujourd'hui effectivement des points de deal partout. 8 communes sur 10 en France, 80% des communes ont soit des points de deal, soit des consommateurs sur leur territoire. C'est-à-dire toute la France, en fait. On va remercier Sylvie d'avoir été avec nous au Standard d'Europe 1 et merci à vous Claude Moniquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste terrorisme, renseignement et restez avec nous Axel Ronde. On va parler du renforcement de la sécurité autour des lieux de culte chrétiens. Il est 11h44 sur Europe 1.